Préfet de police, messieurs les directeurs généraux, madame la préfète de police des Bouches-du-Rhône, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, je voulais effectivement faire un point sur la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques et singulièrement dans cette présentation du relais de la flamme olympique et paralympique, puisque dans 107 jours précisément, le 8 mai 2024 à 12h45, la flamme olympique entrera dans la rade de Marseille après une traversée maritime à bord du 3 mâts Belém qui débutera le 29 avril. Cet événement marquera l'ouverture de la période olympique pour le ministère de l'Intérieur notamment et le point de départ d'un parcours d'une durée de 98 jours au total en Hexagone et en Outre-mer, dont 68 jours effectifs de relais olympique. Il s'agit donc d'un effort de sécurité important et soutenu. Pendant cette période, plus de 10 000 porteurs de flammes se succéderont pour traverser 64 départements en Hexagone et en Outre-mer. Et sur le territoire national, le parcours va s'accompagner de célébrations quotidiennes dans chaque ville-étape, au moment de l'arrivée des derniers relayeurs notamment. Dans chacune d'elles, il est prévu en moyenne 2 heures d'animation qui sont assurées par les partenaires de Paris 2024, devant un public estimé jusqu'à 10 000 personnes par étape, parfois plus. Ce sera le cas évidemment en Île-de-France, ce sera le cas évidemment à Marseille. Alors que la flamme des Jeux olympiques s'éteindra lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques le 11 août, la flamme paralympique s'allumera à Stoke Mandeville, Royaume-Uni, berceau historique du sport paralympique, arrivera par le tunnel sous la Manche le 25 août, et 1000 éclaireurs porteront la flamme dans une cinquantaine de villes, réparties là aussi dans toutes les régions hexagonales. Vous aurez donc compris que l'effort, l'élongation, comme diraient les militaires, sont entre le 8 mai 2024, et la mi-septembre 2024, ce qui veut donc dire beaucoup de temps et beaucoup de moyens mis à disposition de la sécurisation de ces parcours. L'état de la menace terroriste, mais aussi de contestation, est évidemment extrêmement important du fait des événements, et j'y reviendrai, que nous connaissons, géopolitiques et nationaux, du fait d'événements eux-mêmes exceptionnels, puisque le relais de la flamme, c'est le préambule des Jeux, particulièrement médiatisé, et fait donc l'objet d'une attention et d'une préparation particulière du ministère de l'Intérieur et de toutes les forces de sécurité intérieure et de la DGSI, puisque, évidemment, ces cibles, le relais de la flamme en elle-même, mais également tous les événements festifs qui accompagneront ce relais de la flamme, peut être l'objet d'actes malveillants et constitue une vitrine médiatique majeure, de portée mondiale pour des associations, des collectifs, des groupuscules, des individus désireux de renforcer la visibilité de leurs revendications, quelles qu'elles soient. Les relais ont donc été quasiment systématiquement la cible de perturbations lors des différentes Olympiades, quand bien même ces actions sont demeurées de faible intensité dans la plupart des cas, ou des enjeux qui ont permis d'être élucidés, si j'ose dire, avant que des actes malveillants puissent avoir eu lieu. Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l'évaluation est permanente, réalisée par les services compétents, en premier lieu par la DGSI que je salue, et des contre-mesures éventuelles sur lesquelles je ne m'étendrai pas aujourd'hui seront mises en œuvre pour tenir évidemment la sécurité parfaite de ces Jeux olympiques et paralympiques, et notamment du relais de la flamme. Les événements sportifs sont régulièrement de cible d'éléments de propagande, d'objets d'attaque de la part de mouvances, notamment de l'islam radical, comme on l'a vu récemment, mais dans un contexte international encore plus tendu ces derniers jours, notamment depuis l'attentat d'Arras et de Bruxelles, nous avons évidemment élevé le niveau d'attention et le niveau de menace djihadiste sur le territoire national, qu'il soit exogène ou endogène, sera évidemment très important jusqu'à la fin des Jeux olympiques et paralympiques. Concernant les contestations, je mets un S à ces contestations, elles sont évidemment polymorphes. Les relais de la flamme olympique et paralympique sont principalement susceptibles de faire l'objet d'actions de perturbation émanant d'organisations qui s'en servent comme une tribune pour fédérer les contestations. L'opposition au relais repose sur plusieurs axes de revendication. D'abord, la plus importante sans doute dans ce genre de parcours, comme c'est le cas pour le Tour de France par exemple, la contestation d'environnementalistes d'ultra-gauche, qui est la plus prégnante. Saccage 2024, avec une vidéo qui circule en ce moment, comment éteindre la flamme olympique. Dernière rénovation, avec la volonté d'infiltrer les relayeurs. Les soulèvements de la terre, avec objectif prioritaire de perturber le relais de la flamme. À ce stade, il n'y a pas de velléité mise en évidence par l'ultra-droite, mais ça reste une menace extrêmement importante qu'il nous faut évidemment prendre très au sérieux.
Sur le plan des modes opératoires, les actions de perturbation envisageables sont protéiformes. Certains acteurs pourraient chercher à entraver entièrement ou partiellement le parcours, parallèlement à des actions qui se dérouleraient à proximité immédiate de ce parcours, en prenant la forme de sit-in, par exemple, d'affichage, de banderoles, de reprise de slogans revendicatifs, d'happening ou d'autres actions d'opportunité qui, certes, ne toucheraient pas directement le relais de la flamme, ne seraient donc pas directement en responsabilité du ministère de l'Intérieur, mais seraient de nature sans doute à perturber le message olympique. Les mesures de sécurisation sont donc extrêmement importantes afin de permettre le bon déroulement de ces parcours dans les meilleures conditions. Et le ministère de l'Intérieur a travaillé sur 3 aspects: l'évaluation de la menace que je viens d'évoquer, les criblages en amont et des mesures de sécurisation exceptionnelles pendant la durée du relais. Concernant les criblages, ce sont près de 12 000 identités qui ont été soumises à enquête au ministère de l'Intérieur. 10 000 relayeurs olympiques, 1 000 relayeurs paralympiques et 1 000 remplaçants qui sont criblés à ce stade. Ces criblages ont eu lieu et ont donné lieu à 13 avis d'incompatibilité, soit un taux très réduit de 0,10%. Mais parmi ces incompatibilités, 10 avis d'incompatibilité sont en fait avec des liens de nature judiciaire, notamment des personnes qui avaient un casier judiciaire important, principalement liés aux infractions aux stupéfiants. 3 avis d'incompatibilité sont liés avec des éléments issus des services de renseignement, et notamment d'islam radical, d'ingérence ou de lien avec le conflit russo-ukrainien, avec notamment une personne qui est fichée au fichier du FSPRT, sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui permet de montrer l'efficacité du criblage et peut-être des volontés de certains de troubler de l'intérieur le relais de la flamme. Par ailleurs, le relais de la flamme olympique fait l'objet d'une bulle de sécurité, donc je vais vous dévoiler aujourd'hui, qui est l'objet d'une centaine de policiers et de gendarmes qui accompagneront, quoi qu'il arrive, cette flamme, dont le GIGN qui sera tout le temps en lien et à proximité de cette flamme, de ce parcours, des moyens de lutte anti-drone et 18 policiers et gendarmes qui seront en civil, dédiés à la protection très rapprochée du relayeur, avec une unité de force mobile partagée en 2 moitiés, une à l'avant et une à l'arrière du convoi, pour pouvoir lutter contre, évidemment, toute forme de désordre public, à commencer par les sit-ins que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez là la bulle de sécurité qui correspondra, grosso modo, au parcours de la flamme, comme on pourrait l'imaginer dans une autre grande compétition sportive, avec beaucoup plus, évidemment, de moyens, puisqu'il y a par ailleurs tous les moyens qui entoureront, sous l'autorité des préfets, le travail dans chacun des territoires qui sera traversé. Ce dispositif est inédit et il est complété par des forces mobiles et des effectifs territoriaux. Madame la préfète de police des Bouches-du-Rhône le présentera pour Marseille dans quelques instants, ainsi que monsieur le préfet de police pour la plaque et pour la zone d'Île-de-France. Il sera adapté pour le relais paralympique qui se divise en 12 cortèges. On y reviendra sans doute à la fin du mois d'août. Je souhaiterais particulièrement désormais mettre en place, par d'illustration, 2 endroits, de moments du territoire importants qui font face évidemment à des sujets de grands spectacles très médiatisés, mais également évidemment des difficultés sécuritaires très fortes. D'abord Marseille, je vais céder la parole à Madame la préfète de police des Bouches-du-Rhône, et puis l'Île-de-France. Le sujet principal marseillais est donc l'arrivée de cette flamme, avec un travail en lien avec la préfecture maritime, puisqu'une partie de cette sécurisation se partage avec le ministère des Armées et le préfet de police, en sus des difficultés déjà nombreuses qu'il aura à gérer à Paris et en Seine-Saint-Denis, a également une grosse action autour du relais de la flamme et de la flamme paralympique. Je laisse la parole à Madame la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Bien, donc les Jeux Olympiques commenceront véritablement le 8 mai à Marseille, avec l'arrivée, comme ça a été dit, du Belém qui transporte la flamme olympique depuis la Grèce vers Marseille. Le Belém arrivera dans la rade de Marseille vers 12h45. Il sera accompagné d'une armada d'embarcations très diverses qui se sera ouvert au public et fera un tour de toute la rade de Marseille avant de rentrer dans le port à 18h très précisément, dans le vieux port de Marseille, et de s'amarrer vers 19h avant que la flamme olympique descende du Belém pour l'allumage, le premier allumage du chaudron olympique qui aura lieu à 19h30 précise au fond du vieux port. S'en suivront une cérémonie protocolaire ainsi qu'un très grand concert avec des artistes renommés. Et nous attendons jusqu'à 150 000 personnes sur le vieux port à cette occasion.
Alors évidemment, ça donne lieu à un dispositif de sécurité exceptionnel, totalement inédit, qui doit faire de cet événement un événement bien évidemment sécurisé, mais d'abord aussi une grande fête populaire, et c'est véritablement le lancement des JO. Il y aura une bulle de sécurité autour du Belém dans toutes ses évolutions maritimes, sous l'autorité du préfet maritime de la Méditerranée. Ensuite, à terre, évidemment, nous allons boucler l'ensemble du U du Vieux-Port de Marseille avec un périmètre dit SILT qui nous permet de réglementer l'accès avec des inspections, filtrages systématiques pour les personnes qui voudront assister à cet événement. Il y aura évidemment des moyens de déminage à la fois à terre et en mer, puisque nous devons déminer également les pontons, les pannes et le U du Vieux-Port. De très nombreux policiers et gendarmes seront mobilisés à cette occasion pour assurer l'étanchéité de ce périmètre de sécurité, mais aussi assurer une protection dynamique dans la foule. Il y aura des effectifs en tenue et en civil, et nous pensons mobiliser jusqu'à 5000 policiers et gendarmes pour cela. Et puis de très nombreux moyens spécialisés engagés, des drones, les effectifs du RAID et du GIGN, chacun dans leur spécialité, des hélicoptères de la gendarmerie qui nous permettront par les airs de pouvoir surveiller l'ensemble du périmètre. Et l'armée de l'air et de l'espace mettra également un dispositif tout à fait important de protection anti-aérienne pour parer à toute menace aérienne. Le 9 mai, donc, nous aurons le premier relais de la flamme olympique en France, à Marseille toujours. Donc, de 8h15 à 19h30, la flamme va parcourir environ 20 km dans la ville de Marseille. Elle ira dans tous les secteurs de la ville, symboliquement. Quelques lieux emblématiques qui seront évidemment visités ou traversés, Notre-Dame de la Garde et le Vélodrome, notamment, mais il y aura d'autres surprises. Le dispositif de sécurité, comme ça a été rappelé, consiste d'abord à protéger la flamme en elle-même, et permettre son parcours tout au long de ces 20 km. Il y aura un jalonnement de sécurité mis en place par les forces de sécurité locales avec l'appui de forces mobiles. Tous les véhicules seront enlevés sur l'ensemble du parcours. Donc ça fait un linéaire très important de véhicules à enlever. Un dispositif anti-intrusion sera mis en place pour empêcher évidemment tout véhicule d'accéder à ce parcours-là. Et à l'issue de son évolution, il y a 8 étapes à Marseille. Cette flamme arrivera dans le centre-ville et là, il y aura une cérémonie d'allumage du chaudron. C'est une cérémonie qui a vocation à se répéter dans chaque département traversé. Et pour cette cérémonie qui va rassembler plusieurs milliers de personnes et où il y aura des festivités et animations, nous aurons également un périmètre de sécurité, un périmètre SILT, le criblage des intervenants qui concourent à l'organisation, un dispositif de déminage et des moyens spécialisés du RAID, ainsi qu'un dispositif anti-drone, puisque la menace aérienne est prise en compte, évidemment, sur l'ensemble de ces événements. Merci Frédéric. Peut-être Monsieur le préfet de police pour l'Île-de-France et singulièrement Paris. Merci Monsieur le ministre. Donc, pour ce qui est de Paris et d'Île-de-France, donc, la flamme arrive à Paris le 14 juillet et elle y sera aussi le 15 juillet. Donc on a tout un itinéraire dans Paris qui, à la différence de ce qui va se passer dans les départements, ne va pas se décomposer de segments, mais d'un parcours qui fait, donc comme vous le voyez donc sur cette slide, le 14 juillet c'est 27 km et puis le 15 juillet donc on sera sur 30 km donc de parcours de la flamme dans la capitale avec, comme c'est fait dans les départements, la mise en exergue d'un certain nombre de sites emblématiques de la capitale. Et donc, évidemment, pour ce parcours parisien, nous aurons un gros dispositif de sécurité qui est identique à ce qu'a présenté Monsieur le ministre et Madame la préfète de police des Bouches-du-Rhône, avec la même bulle qu'on a vue, qui sera aussi présent dans Paris. Mais comme c'est fait d'ailleurs ailleurs, on aura un gros dispositif donc, de gestion de la circulation, de présence aux interdictions, ce qu'on a appelé le dispositif de jalonnement, et puis un gros dispositif de sécurité, lutte anti-délinquance. Donc, au total, donc on aura 1600 policiers et gendarmes qui seront dédiés au relais, mobilisés pour la protection, lutte contre la délinquance, et près de 150 patrouilles de 3 effectifs. Donc on approche les 500 personnes uniquement pour le jalonnement, et ce sera vrai évidemment pour chacune de ces journées. Donc une fois que la flamme aura fait son parcours dans la capitale, donc capitale, je le rappelle, qui sera, Monsieur le ministre le sait, hautement sécurisée à ce moment-là,
Donc vous voyez qu'on a 18 000 effectifs qui sont mobilisés à cette période, puisque les renforts de gendarmerie, de police nationale, la mobilisation de la préfecture de police sera montée en puissance à cette période, 14-15 juillet, à peine un peu plus de 10 jours des Jeux. Donc on aura vraiment un gros dispositif policier avec une présence de lutte contre la délinquance, de sécurisation partout dans la capitale et partout dans l'Île-de-France. Donc une fois que la Flamme a fait son parcours à Paris, elle part ensuite dans les départements d'Île-de-France après un petit crochet en province de 2 jours, et elle va séjourner dans chacun des départements d'Île-de-France. C'est une journée par département en Île-de-France. Et le dispositif est le même que celui qui vous a été présenté pour les Bouches-du-Rhône, avec des segments, des tronçons de parcours de la Flamme, avec ce qu'on appelle les convois engagement et les convois agiles, avec pour le convoi agile, la possibilité dans chaque département de mettre en exergue un ou plusieurs sites emblématiques. Et puis j'en termine par là, Monsieur le Ministre, le 26 juillet, le jour de la cérémonie, la Flamme revient à Paris dans le cadre d'un parcours qu'on ne vous projette pas aujourd'hui, parce que non pas que nous ne sommes pas prêts, que nous n'avions pas travaillé, mais c'est qu'il a un volet très confidentiel en réalité, puisqu'il vient, la Flamme qui arrive de Saint-Denis, de Seine-Saint-Denis, rentre dans Paris, donc par des moyens qu'on garde encore un peu secrets, puisque la Flamme a vocation ensuite à incorporer le programme artistique de la cérémonie d'ouverture. Voilà, mais voilà, donc voilà en gros le dispositif, qui est un dispositif qu'on peut qualifier, je crois, d'exceptionnel en termes de sécurisation du relais de la Flamme dans Paris et dans toute l'Île-de-France. Merci, Monsieur le Ministre. Peut-être en quelques mots de conclusion, souligner évidemment la mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre et des services de renseignement. C'est jusqu'à 45 000 personnes qui vont être mobilisées au ministère de l'Intérieur, vous le savez, et singulièrement en Île-de-France et sur la plaque parisienne. Répéter qu'évidemment tout ça est un événement festif et que l'expérience spectateur, comme on dit, sera au rendez-vous. Donc les policiers et les gendarmes subissent en ce moment, si j'ose dire, des formations particulières, tant ceux qui vont sécuriser la Flamme que ceux qui vont accompagner les spectateurs pour tous les événements autour des Jeux olympiques et paralympiques, et notamment des spectateurs étrangers. Un point particulier sur la sécurisation des transports en commun, puisque c'est une exigence extrêmement forte que j'ai commandée au préfet. J'ai d'ailleurs réuni les préfets jeudi dernier pour leur demander un retour d'ici le 15 février sur tout l'état de la menace locale sur leur territoire. Elle est protéiforme et elle va évidemment évoluer au fur et à mesure de l'actualité. On a aussi des moyens spécialisés nécessaires, notamment pour lutter contre les alertes à la bombe qui ont pu, pendant la Coupe du Monde de rugby, essayer de désorganiser la Coupe du Monde de rugby. Ça n'a pas été le cas grâce à une très bonne organisation des services de sécurité, je les en remercie, mais aussi grâce aux moyens dédiés, et notamment, je pense, aux moyens de démineurs qui font un travail formidable, monsieur le directeur général de la gestion des crises, et qu'on n'oublie pas évidemment dans notre travail aujourd'hui. Et puis enfin, c'est évidemment très important, un accompagnement de lutte contre la délinquance et de la menace terroriste avec un travail avec l'autorité judiciaire sur lequel je ne reviendrai pas, mais que je détaillerai plus en amont, plus on s'approchera de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Avez-vous des questions ? Alors, c'est un petit peu compliqué à vous répondre comme ça, parce que vous avez dû avoir une frise sur dans votre dossier de presse qui prévoit l'intégralité des événements sportifs, culturels et extraordinaires de 2024. Notamment, ça dépendra de la façon dont on fait le débarquement de Normandie et le débarquement de Provence. Ça dépendra également si, en plus de l'arrivée de la Flamme, par exemple, à Marseille, il y a d'autres événements qui se déroulent. Donc aujourd'hui, c'est pas difficile de vous le dire, puis vous avez vu que nous terminons des discussions avec les organisations syndicales de la police et je recevrai les représentants de la gendarmerie cette semaine pour pouvoir nous mettre d'accord sur les jours de congé et évidemment les heures supplémentaires que nous accordons. Mais on peut considérer qu'il y aura plus de 100 000 policiers et gendarmes et de services de renseignement, plus du personnel qui dépend du ministère de l'Intérieur, de la gestion des crises type des mineurs ou de la sécurité civile type Forbisque, qui, entre l'arrivée du relais de la Flamme, entre Marseille, 8 mai, jusqu'aux Jeux paralympiques, c'est-à-dire jusqu'à mi-septembre, on peut donc dire que la quasi-intégralité des services du ministère de l'Intérieur, plus les agents de préfecture qui seront mobilisés pendant cette période qui sera longue et qui traverse la quasi-intégralité, les 2/3 des départements de France. Je rappelle d'ailleurs que le système mis en place par le ministère de l'Intérieur, c'est que des policiers ou des gendarmes, qui sont pourtant des policiers ou des gendarmes de commissariat, de brigade territoriale, s'ils ne sont pas
accompagnés par l'arrivée de la flamme ou par des épreuves de Jeux Olympiques, sont envoyés en Île-de-France ou dans d'autres territoires. Donc tout le monde est concerné, même si territorialement, les Jeux Olympiques ne les concernent pas physiquement. Deuxième sujet important pour nous, c'est évident de prévoir des choses qui pourraient se passer pendant ces événements. Je rappelle que nous annulons aucune manifestation culturelle. Voilà, excusez-moi, j'ai peu dormi. Aucune manifestation culturelle. Donc ça veut dire qu'on va garder tous les grands spectacles, tous les grands festivals, évidemment. On a par ailleurs les 2 débarquements à commémorer. On a le Tour de France qui arrive à Nice, donc un changement de programme, vous le savez, enfin qui arrive quand même à Nice au mois de juillet. Des festivités du 14 juillet, y compris à Paris, qui sont maintenues, dans des conditions certes différentes, mais enfin qui sont maintenues. Et on peut imaginer des scénarios catastrophes que nous avons nous-mêmes imaginés, type grand feu de forêt au mois de juillet-août, ou violence urbaine, ou difficultés migratoires. Et donc, nous avons par ailleurs des policiers et des gendarmes en réserve pour répondre à ces difficultés. Donc, aujourd'hui, on est autour de 100 000 effectifs du ministère de l'Intérieur au sens large du terme. Non, pour l'ensemble. Alors, pour l'ensemble de la flamme, c'est souvent les mêmes effectifs, de la flamme jusqu'aux Jeux paralympiques. Bonjour. Alors, qui a un micro? Voilà. On va suivre le micro, ça ne vous dérange pas. Bonjour Monsieur le Ministre, Julien Daguerre, journaliste pour France 2, émission complément d'enquête. Monsieur le Ministre, est-ce que vous pouvez nous dire, au global, combien va coûter la sécurité de tous ces Jeux Olympiques, au-delà du relais de la flamme, à la finance publique? À l'été 2022, il y a un pré-rapport de la Cour des comptes qui évoquait déjà le chiffre de 419 millions d'euros à charge de l'État. Plus récemment, un autre chiffre évoqué dans la presse, une enveloppe supplémentaire de 500 millions d'euros pour financer les primes et mesures exceptionnelles à destination des policiers. On est donc sur une facture qui avoisinerait quasiment le milliard d'euros. Est-ce que d'abord vous nous confirmez ces 2 chiffres? Et si c'est le cas, est-ce que ça vous paraît bien raisonnable? Merci. Alors moi je ne me prononcerai pas sur le deuxième point, mais sur le premier, pour ce qui relève du ministère de l'Intérieur, ce qui est inscrit dans le budget 2024, c'est 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, c'est l'argent que nous avons obtenu et budgétisé pour pouvoir assurer la sécurité des Jeux Olympiques, Paralympiques et le relais de la flamme. Est-ce que nous serons dans cette enveloppe? Sans doute pas, puisque nous discutons en ce moment avec les organisations syndicales, puisque moi je tiens à une prime versée aux policiers et aux gendarmes qui, je le rappelle, auront entre 1 semaine et 15 jours de congé seulement cet été. Donc c'est normal que l'État soit à leur rendez-vous. Il faut les loger pour ceux qui viendraient de l'extérieur. Donc ça dépend aussi du lieu où on peut les loger. Est-ce que ce sont des hôtels? Est-ce que c'est au Crous? Est-ce que ce sont dans les bâtiments militaires de la gendarmerie? Bref, il y a beaucoup de discussions à avoir sur ce point encore. Puis il y a les heures supplémentaires que moi je souhaite que l'on règle dans la police et dans la gendarmerie, sachant que ce n'est pas tout à fait le cas, en tout cas dans la police nationale, puisqu'en général il y a des stocks d'heures qu'on ne paye pas et qu'on en tire des conclusions, notamment en épargne-temps. Je le fais très très vite. Là, je souhaite qu'on puisse payer ces heures supplémentaires aux policiers. Donc la facture globale n'est pas encore totalement connue. 200 millions me paraît un chiffre réaliste sur ce que l'on voit. Il est sans doute un petit peu augmenté du fait des décisions, notamment sur le point d'indice, qui touche directement, évidemment, le salaire des fonctionnaires et donc ce que nous ferons, du fait des discussions syndicales, mais aussi des moyens de sécurisation. Il faut que vous sachiez, par exemple, que nous payons pour sécuriser le parcours de la flamme, puisque ça vaut à peu près 1 million d'euros pour le ministère de l'Intérieur, donc pour l'État français, de sécuriser le parcours de la flamme. Ce n'est pas les Jeux Olympiques qui le payent. Voilà. Et puis nous allons attendre de voir à la fin des appels d'offres, notamment sur la sécurité privée, qui est celui du COJO. On le saura dans quelques jours désormais totalement. Ça dépendra aussi des menaces. Selon tel ou tel chef d'État qui viendra regarder ce qui se passe, ou telle équipe. Et dans la situation, vous connaissez le conflit ukrainien et le conflit au Proche-Orient, qui peut amener, selon ce que dira la DGSI, des moyens de sécurisation supplémentaires. Mais pour ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, on ne sera pas très loin des 200 millions d'euros qu'on a budgétisés. Non, je ne le crois pas, parce que ce que vous mettez dans sécurité, il y a aussi la sécurité privée qui coûte beaucoup d'argent et qui ne relève pas du ministère de l'Intérieur. La sécurité privée relève soit des collectivités locales qui organisent, comme elles le souhaitent, le fonctionnement de tel ou tel événement. Je prends par exemple les fan zones qui vont se dérouler en Île-de-France ne sont pas sécurisées par la police ou par la gendarmerie. Elles le feront en appui, bien évidemment, mais ce n'est pas nous qui allons sécuriser cette fan zone dans telle ou telle commune d'Île-de-France. Ce n'est pas les agents de sécurité privée de la mairie de Paris ou du comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui vont faire notamment les quais hauts de la cérémonie d'ouverture. Ce n'est pas un budget du ministère de l'Intérieur, mais c'est un budget sécurité. Et les appels d'offres
du comité d'organisation des Jeux Olympiques avec les agents de sécurité privée dont vos collègues parlent souvent. Certes, c'est un coût de sécurité, mais ça n'enlève pas du ministère de l'Intérieur. Ensuite, il y a beaucoup de sécurisation qui ne relève pas du ministère de l'Intérieur stricto sensu. Par exemple, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui gère l'espace aérien, la lutte anti-drone, ça c'est les militaires. C'est aussi le cas, évidemment, Madame la préfète de police vous l'a dit, l'arrivée du bateau à Marseille. Ben voilà, à un moment donné, il y a un changement d'autorité. Pour ce qui est sur terre, c'est le ministère de l'Intérieur. Pour ce qui est sur mer, c'est le ministère des Armées. Les épreuves de Polynésie française, c'est le ministère des Armées en grande partie. Les épreuves de voile à Marseille. Donc il y a les coûts de sécurité, c'est pas que le ministère de l'Intérieur, on prête qu'aux riches, j'entends bien. Mais alors troisièmement, pardon, j'en terminerai par là. Ensuite, je ne connais pas le montant encore exact aujourd'hui des heures supplémentaires, mais aussi des gardes d'enfants pour les fonctionnaires de police, des chèques CESU pour qu'ils puissent évidemment manger ou de l'hébergement. Donc j'ai une discussion en ce moment avec le Premier ministre sur ce point. Mais pour l'instant, nous sommes à 200 millions d'euros et ça comprend la prime que nous avons évoquée tout à l'heure. Si je ne connais pas le coût total de la sécurité, je connais le coût total de la sécurité pour le ministère de l'Intérieur. Donc il y a des dépenses qui sont faites. Non, ce ne sera pas pour le ministère de l'Intérieur. Pour les agents du ministère de l'Intérieur, ce ne sera pas 500 millions d'euros. Voilà. Ce sera moins. Alors, on discute en ce moment. Vous devriez faire le ministre des Comptes publics. Non, je ne peux pas répondre à cette question. La prime, c'est entre 1 000 et 1 500 euros par fonctionnaire. Ça dépend qui la touche. C'est grosso modo plus de 100 millions d'euros. Voilà. Après, il y a les heures supplémentaires. La question de savoir si on les paye à 15,24 euros pour être précis, ou si les fonctionnaires préfèrent qu'on les mette sur un compte épargne qui leur permet de partir plus tôt. Ça dépendra des discussions syndicales qu'on aura aussi sur les départs en vacances post-paralympiques. Voilà. Donc, c'est assez difficile pour l'instant à dire, mais ce sera moins de 500 millions d'euros. J'ai dit déjà plusieurs fois qu'il y aura une prime pour les fonctionnaires qui seront particulièrement mobilisés pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est normal, elle sera entre 1 000 et 1 500 euros. Je l'ai déjà évoqué, j'ai déjà dit aux organisations syndicales. Et je vais répondre à leurs demandes, parce que je n'ai pas fini de tous les recevoir. Je reçois vendredi matin les représentants de la gendarmerie nationale, vendredi après-midi les syndicats de commissaires, d'officiers et de police technique et scientifique. Et donc ce sera à eux, si vous me le permettez, que je donnerai mes arbitrages définitifs. Et j'écrirai à tous les fonctionnaires de police, et de gendarmerie, je rendrai la lettre publique en début de semaine prochaine. Jean Fato pour Outre-mer 360, pour les Outre-mer qui accueilleront la flamme olympique. Est-ce qu'il y a besoin de renforts à envoyer sur place depuis Paris? Et si oui, combien? Est-ce qu'on a un ordre d'idée? Alors non, il y a la bulle de sécurité qui sera envoyée, donc c'est-à-dire une unité de force mobile GIGN, ce qui me permet de remercier toutes les forces d'intervention, puisque le RAID va notamment tenir les points hauts, notamment de la flamme olympique, et je vous ai compris que le GIGN sera la protection d'élite de la flamme. Donc la bulle de sécurité de 100 fonctionnaires sera mobile dans chacun des Outre-mer qui sera traversé. Et hormis peut-être des cas ici ou là, selon les difficultés sociales ou économiques que l'on pourrait craindre en tel ou tel territoire, il n'y a pas de renforcement à imaginer, puisque nous avons déjà une très grosse présence, notamment de la gendarmerie nationale, gendarmerie mobile, en Outre-mer. Ce sera l'occasion pour moi, puisque je me rends de nouveau à La Réunion la semaine prochaine dans le cadre du cyclone et pour faire le suivi du travail que nous avons engagé lors de ma visite, de faire un point, notamment pour les Outre-mer, puisque vous savez que la flamme va passer par La Réunion. Et donc j'aurai l'occasion d'illustrer le sujet en Outre-mer. Avec le sujet particulier de la Polynésie, puisque vous avez à la fois des questions de sympathie autour des Jeux, bien évidemment, mais de l'épreuve qui va se dérouler de surf sur place, avec une difficulté sans doute de jour, puisque vous savez que l'épreuve de surf ne se déroule pas sur un jour précis, mais peut-être sur plusieurs jours glissants selon les vagues, et qui va peut-être demander un peu plus de moyens, puisque par ailleurs le président du gouvernement de Polynésie française a demandé à l'État, et on l'a évidemment autorisé, de pouvoir inviter les chefs d'État du Pacifique, de pouvoir venir en Polynésie, et donc peut-être que la Polynésie est un peu l'exception, puisque s'il y a plus de visites d'autorités politiques, nous y mettrons davantage de moyens. Vous avez annoncé l'année dernière 600 policiers gendarmes pour les épreuves de surf en Polynésie. Oui, ce sera largement le cas. Deux questions pour France 2, Monsieur le Ministre. Une première sur la bulle de sécurité autour de la flamme. Est-ce que vous pouvez nous détailler concrètement comment ça va s'organiser? Est-ce qu'il y aura plusieurs niveaux, plusieurs cordons de sécurité? Et si oui, comment seront-ils organisés? Et puis deuxième question,
sur les villages où auront lieu des animations. Comment vous allez procéder? Est-ce que ces villages seront sécurisés, donc fermés en amont, déminés? Enfin, comment ça va se passer? On va peut-être laisser monsieur le coordonnateur de la sécurité des Jeux Olympiques préciser pour les bulles de sécurité. Prenez le micro, monsieur le préfet. Pour les bulles de sécurité, donc il y aura au total dans chaque département donc une centaine de fonctionnaires. Ces fonctionnaires, ce sont tout d'abord les escortes motocyclistes. Il y en aura une douzaine. C'est aussi les équipes qui vont assurer la sécurité de la flamme. Il y aura sur un convoi engagement, donc un convoi dans une ville-étape, 18 forces de police et de gendarmerie qui feront la sécurité de la flamme. Dans un convoi agile, ce sera une douzaine. Donc en sus de ces motocyclistes et de cette escorte de la flamme, vous avez bien évidemment un dispositif à chaque fois donc, de lutte anti-drone et puis un dispositif de neutralisation d'attaques terroristes si d'aventure nous rencontrions ce type de difficultés. Donc dispositif d'intervention donc, antiterroriste donc, assuré par le GIGN. Ça c'est le dispositif, je dirais, stricto sensu, mais en sus de ça, en sus de ces 100 forces de l'ordre, vous avez une UFM et demi, une UFM pour le convoi donc dans les villes-étapes et une demi-UFM pour les convois agiles. Donc au total, en fait, on a presque 200 forces de l'ordre dans ce dispositif national. Une centaine de forces qui assurent la protection donc de la flamme et puis une centaine d'UFM, de forces d'effectifs UFM. Et s'ajoute à cela, bien évidemment, le dispositif territorial de jalonnement des parcours, etc., donc, qui, là, pour le coup, dépend des décisions prises par les préfets et qui dépendent de l'état de la menace. Merci, monsieur le préfet. Les personnes qui sont dans le cordon, que vous voyez où il est marqué 18, sont des policiers ou des gendarmes en civil, évidemment, mais qui vont pouvoir protéger la flamme et le porteur de la flamme. Ce que vous voyez marqué LAD, c'est évidemment la lutte anti-drone, puisque c'est une menace particulière, qui suivra chacun des dispositifs. Et vous aurez donc compris que, même si le graphique est évidemment caricatural pour le besoin de la présentation, les motocyclistes, selon les menaces, selon ce qu'ils traverseront, soit seront en ouverture, comme c'est le cas au Tour de France, soit seront de chaque côté, pour éviter tel ou tel débordement s'il devait y en avoir. Et vous aurez compris qu'il y a à la fois des personnes derrière qui sont capables de pouvoir descendre de leur véhicule pour protéger tel ou tel événement, et puis les unités de force mobile, donc autour de 60, 70, 80 CRS ou gendarmes mobiles, puisque ça changera évidemment selon les endroits, devant et derrière pour évidemment protéger, être en renfort, et devant pour pouvoir ouvrir la voie en cas de sit-in, de difficulté de tel ou tel passage. C'est vraiment un Tour de France qui dure 70 jours, ce que nous faisons aujourd'hui, avec peut-être un peu plus d'originalité, puisqu'il y a beaucoup plus d'étapes et beaucoup plus de difficultés à protéger, puisque c'est plus lent. Voilà. Donc, imaginons que les gens courent à 4 km à l'heure, je crois que c'est ça le principe. Voilà, en 4 km à l'heure, il peut se passer beaucoup de choses. Je crois que le dispositif de sécurité qu'on propose est évidemment extrêmement impressionnant et rendra très difficile le fait de pouvoir perturber le parcours de la flamme. Pour ce qui est des événements, je pense que là, chacun des préfets peut répondre, parce qu'il est difficile de le faire au moment où nous parlons, sans état de la menace, sans savoir quel type d'événement. Évidemment, des sujets qui se dérouleront festifs à Tourcoing ne sont pas la même chose qu'à Paris ou à Marseille. Pour plein de raisons, le préfet prendra des dispositions différentes. Il peut évidemment travailler, il doit travailler avec les mairies qui sont responsables avec le travail que fera le COJO de ce qu'ils feront, c'est-à-dire en termes de sécurité privée. Les agents de sécurité privée sont par exemple embauchés par la ville de Marseille. Le fait de retirer de la voirie publique tout un tas d'événements qui peuvent être l'objet de menaces. Ça peut être le cas bien sûr de véhicules qui sont ventouses, donc il faut les retirer de la voie publique. Bon, il y a beaucoup d'événements qui dépendent de là où on fait évidemment ce genre de choses. S'il y a des points hauts, qui tient les points hauts? Évidemment souvent les forces d'intervention, la police municipale, bien évidemment, qui contribuera très largement à ces événements qui sont faits dans les communes et qui ne relèvent pas de la compétence du ministère de l'Intérieur, même si nous sommes évidemment là pour conseiller et pour
avancer. Et puis dans des périmètres que nous pourrons qualifier de dangereux, ou parce qu'on aura une menace particulière, ou parce que ici ou là, on pense, par exemple, le parc Borély, ça a été dit par Madame la préfète, ou c'est bien sûr le cas dans plusieurs endroits du préfet de police, des périmètres antiterroristes qu'on appelle SILT, qui permet de fouiller, empêcher la rentrée des personnes, pour pouvoir assurer une forme, comme on l'a fait au 31 décembre. Hein. Je pense que chacun a vu à la fois la venue du pape à Marseille et en même temps le 31 décembre avec plus d'1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées. On savait faire ce genre d'événement avec des outils juridiques plus contraignants pour les spectateurs, mais qui garantissent évidemment qu'on puisse fouiller et accéder dans tel ou tel endroit. Donc ça dépend quand même beaucoup. Entre la fête de village et l'événement Parc Borély à Marseille, il y a un monde, et donc c'est au préfet de nous proposer. Et ensuite, évidemment, moi j'ai un rendez-vous avec chacun des préfets de département pour pouvoir valider tel ou tel dispositif de sécurité. Je suis le micro, je suis désolé. Oui. Bonjour Monsieur le ministre, c'est Nancy Ingdeclos de la part de NBC News. Est-ce que vous pouvez donner plus de précisions comment vous traitez les appels, les alertes à la bombe, sur toutes les fausses alertes? Parce que ça peut être, vous pouvez recevoir des centaines d'appels pendant les Olympiques, pendant le marathon. On se souvient bien le mois d'octobre dernier. Tous les jours, il y avait des évacuations, tout était fermé. Est-ce que vous êtes obligé d'arrêter un événement chaque fois que vous recevez un appel? Est-ce qu'il y aura une évacuation? Comment on évite la panique? Comment l'expliquer? Je vais essayer de le directeur général expliquer ce qu'il fait avec ses équipes pour lutter contre, en tout cas pour sincériser ou rendre plus hermétiques les possibles passages à l'acte avec des bombes, qui est quand même pas aujourd'hui la chose la plus courante et la menace la plus importante. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on imagine les choses, même s'il faut y faire attention. Moi, je vais regarder d'abord le travail qu'a fait la police et la gendarmerie sur les alertes à la bombe précédentes, notamment un cas où la police judiciaire d'Angers à Mayenne, un département qui avait été très touché par les évacuations d'écoles. 380 appels malveillants, c'était fait par un adolescent de 13 ou 14 ans, je ne sais plus. Donc il faut aussi bien regarder que ces appels à la bombe, d'alerte à la bombe, ont été faits à un moment donné au lendemain du drame au Proche-Orient pour soit désorganiser la vie de la cité, soit malheureusement par le fait de plaisanter de personnes qui seraient mentalement dérangées. En tout cas, c'est ce que nous avons constaté avec énormément, notamment pour les établissements culturels, on pense au château de Versailles ou au lycée ou aux communes à la suite d'attentats d'Arras, d'appels qui sont faits de l'étranger ou de mails envoyés de l'étranger. Et là, on voit que les enquêtes de la police judiciaire démontrent que ce n'était pas véritablement, évidemment, des poseurs de bombes. Mais dans un cas comme celui-ci, il appartient à l'autorité, d'abord celui qui est responsable du site. Hein, je prends l'exemple d'un musée, c'est le directeur du musée qui prend cette responsabilité, conseillé par les forces de police, et puis le préfet aussi qui peut se substituer. Et donc chacun adapte à cette situation. Moi, j'avais donné des consignes assez claires pendant la Coupe du Monde de rugby pour pas désorganiser. Et donc, évidemment, nous prenions un maximum d'informations et on a mis beaucoup de moyens également pour savoir si les choses étaient sérieuses ou non. Et vous avez remarqué que la Coupe du Monde de rugby, malgré les très nombreuses alertes, n'a pas été désorganisée. Je vais laisser le directeur général l'évoquer. Je pense qu'il pourrait peut-être expliquer ce que font les démineurs et le travail d'étanchéité absolue. Je prends l'exemple aussi des montages et démontages. C'est pour ça que c'est très compliqué ce que nous faisons, ministère de l'Intérieur, pour les Jeux Olympiques, même pour la flamme. Par exemple, toutes les personnes qui vont monter ou démonter le ponton sur le port, dans le vieux port de Marseille au parc Borély sont tous passés au fichier. On écarte nous-mêmes les employés dont on pourrait penser qu'ils seraient indélicats. Nous surveillons les opérations de montage et de démontage. Une présence continue des démineurs et des chiens démineurs qui fait que, en général, lorsque nous livrons, enfin en tout cas lorsque l'on permet au public de rentrer sur tel ou tel endroit, on sait par nature qu'il ne peut pas y en avoir, d'où le retrait systématique des véhicules, par exemple, de la voie publique. Dans le cas de Marseille ou dans le cas de Paris, c'est évidemment des milliers de véhicules. Je laisse la parole à Monsieur le directeur. Merci Monsieur le Ministre. L'essentiel a été dit. L'action en matière de prévention des alertes à la bombe, elle repose sur un triptyque. Le premier point, c'est la sécurisation préalable des lieux. Évidemment, ça a été rappelé par le ministre à l'instant. Tous les lieux qui abriteront le parcours de la flamme auront été préalablement sécurisés et seront considérés comme étant hermétiques. Le deuxième pied de ce triptyque, c'est une analyse sous l'autorité des responsables locaux des éventuels appels de menaces qui peuvent avoir lieu. Et on a vu effectivement récemment que ce travail d'analyse très fin permettait d'en évacuer un très grand nombre. Et puis le troisième temps, évidemment, c'est la présence sur place d'équipes de déminage qui permettront, le cas échéant, de lever le doute s'il y a lieu et si nécessaire. Donc elles seront là tout au long du parcours de la flamme, bien entendu. Je parle des équipes de déminage de la sécurité civile.
Ce qui est important dans ce que vient de dire Julien Marion, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a des alertes à la bombe, on fait venir des démineurs, et ça peut parfois être assez long. D'abord, c'est un métier très spécialisé, bien évidemment, il peut être utilisé sur autre chose. Et là, par exemple, il viendrait d'Arras pour venir, et donc on mettrait 2 heures, 3 heures, 4 heures à évacuer. Là, ce qu'on fera, c'est qu'on va mettre des équipes de démineurs avec les événements, et donc quand on aura un appel, plutôt que d'évacuer, l'équipe de démineurs, les chiens démineurs seront sur place et pourront vérifier pour dire voilà, s'il y a ou pas quelque chose pour faire la levée de doute immédiatement. Bonjour, Patrick Haas du journal En toute sécurité. On a beaucoup parlé du nombre d'agents de sécurité privés pendant les épreuves des JO, mais vous n'en avez pas tellement parlé de la présence des agents pendant le parcours de la flamme. Est-ce que vous avez une idée de ce nombre, ou est-ce que ça dépend pas du tout du ministère de l'Intérieur, j'imagine, mais est-ce qu'une addition a été faite ? L'addition n'a pas été faite au niveau national. Ça ne dépend pas du ministère de l'Intérieur, mais il appartient au préfet de vérifier que les communes, l'organisateur, a bien passé les marchés, de les conseiller le cas échéant, et puis évidemment de regarder s'il n'y a pas de manque de ces agents de sécurité privés, voire de faire les contrôles, évidemment, pour voir si ce sont des gens sérieux. Mais si on peut prendre des exemples, peut-être que la préfète des Bouches-du-Rhône peut dire un petit mot sur Marseille. Alors, pour Marseille, pour le 8 mai, pour vous donner un exemple, sur le Vieux-Port, nous aurons besoin d'environ 900 à 1000 agents de sécurité privée pour assurer le filtrage sur le périmètre du U du Vieux-Port. Et c'est la mairie de Marseille qui est censée les recruter, les payer. Nous travaillons avec la mairie, évidemment, pour faciliter ces démarches. Mais c'est un volume qui est tout à fait facile à trouver à Marseille, en tout cas, un match classique au Vélodrome, c'est 600 à 800 agents. Donc voilà, on est sur un chiffre qui n'est pas un volume très important par rapport à d'autres grands événements. Et puis pour le parcours de la flamme, en fait, la sécurité privée va être mobilisée sur les lieux de célébration en fin de journée, l'allumage du chaudron qui a lieu tous les soirs, sur des événements qui rassemblent quelques milliers de personnes et qui mobilisent des agents de sécurité privée, mais là aussi dans des volumes qui sont tout à fait raisonnables. Donc l'enjeu, il est plutôt pour les forces de sécurité intérieure étatiques sur le parcours, sur la voie publique. Et de manière générale, on essaie d'être un peu malin avec les événements. Si on prend l'exemple de l'arrivée de la flamme à Marseille, en espérant que l'OM aille le plus loin possible dans ses compétitions footballistiques. Mais il y a une demi-finale, je crois, qui est prévue au Stade Vélodrome pendant le 9 mai. Voilà, on a demandé à l'UEFA, par l'intermédiaire de la ministre des Sports, de pouvoir interchanger, que le domicile soit à l'extérieur à domicile, pour à la fois récupérer des agents de sécurité privée, mais aussi pas avoir à gérer plusieurs événements qui font l'objet d'ailleurs du décalage qu'on vous a présenté dans la frise. Bonjour Monsieur le Ministre, Romain Cluzel de RMC. Au vu de la longueur du relais de la flamme olympique, plus de 2 mois, est-ce que c'est finalement plus compliqué d'assurer la sécurité de la flamme olympique que la cérémonie d'ouverture? Et puis la deuxième question, elle concerne l'actualité. On a des agriculteurs qui bloquent depuis plusieurs jours maintenant des autoroutes, notamment la 64. Est-ce que vous prévoyez que les forces de sécurité interviennent pour débloquer ces autoroutes? Est-ce que vous craignez que ce mouvement de manifestation s'étende dans tout le pays? Merci. Alors sur le deuxième point, je ne vais pas y répondre dans la mesure où je fais une conférence de presse sur les Jeux olympiques et paralympiques, mais il n'est pas prévu d'évacuation par les forces de l'ordre. En tout cas, c'est les consignes que j'ai données au préfet, au directeur général de la gendarmerie, puisqu'il n'y a pas de dégradation sur ce site. Et je laisse évidemment le travail très important que fait le gouvernement avec les agriculteurs, qui subissent un moment difficile dans leur vie professionnelle. Et je vais évidemment politiquement soutenir, tout en les encourageant évidemment à respecter le bien commun, mais c'est ce que font en très grande majorité des cas les agriculteurs. Sur le premier point, alors j'entends que la cérémonie d'ouverture finalement serait facile à organiser, ce qui rassure le préfet de police et moi-même. C'est pas le même événement. Voilà. Je pense que le message que j'essaie de vous passer, c'est l'hypermobilisation du ministère de l'Intérieur. Pour répondre à la question budgétaire qu'évoquait tout à l'heure votre confrère, le ministère de l'Intérieur n'aura jamais connu ça. Je rappelle que les Jeux Olympiques en France, c'est 1 fois par siècle. Je ne suis pas sûr qu'en 1924, il y avait autant de journalistes, qu'il y avait autant de spectateurs et qu'il y avait autant de monde qui regardait la télévision. Et une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade, c'est 1 fois tous les 3000 ans parce que ça n'a jamais existé. Personne n'a organisé une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été en dehors d'un stade. Et encore moins sur la Seine. Donc évidemment, c'est un événement littéralement exceptionnel. Donc il faut bien comprendre que les policiers, les gendarmes, mais aussi les sapeurs-pompiers, les démineurs, les agents de préfecture et des très nombreuses personnes du ministère de l'Intérieur vont être mobilisés à 100%. Et ce sera le ministère le plus mobilisé, par une lettre du Premier ministre Manuel Valls qu'il donnait au ministre de l'Intérieur à l'époque dans la cérémonie d'ouverture et
pour l'organisation des Jeux Olympiques, la délégation d'organisation de sécurité au ministère de l'Intérieur, c'est nous qui sommes en responsabilité de sécurisation de ces événements. 100% des effectifs seront mobilisés. Et donc, il faut bien comprendre que les policiers et les gendarmes, en plus de leur travail quotidien, auront 10 jours de vacances, 15 jours de vacances. On va évidemment s'organiser pour qu'ils puissent avoir le maximum dans une période qui est comprise entre juillet et août, où les gens ont des enfants. Bon. Donc c'est vraiment, il faut bien comprendre ça, exceptionnel. Et donc notre difficulté à nous, c'est l'élongation de l'effort. Et je voudrais ici insister sur le fait qu'il y a des Jeux paralympiques. Parce qu'on peut avoir un problème de se dire tous, mi-août, on a fini, on rentre tous chez nous, et c'est très bien. Mais non, puisque les Jeux olympiques sont suivis, vous le savez, des Jeux paralympiques, qui vont se dérouler jusque mi-septembre, avec une cérémonie d'ouverture qui aura lieu place de la Concorde au moment où les gens vont faire leur rentrée scolaire. Donc je pense que chacun verra qu'à Paris, il y aura évidemment des difficultés, c'est bien normal. Si je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis, monsieur le préfet de police, une épreuve sur route qui va se dérouler sur plusieurs jours paralympiques, et qui va, évidemment, par exemple, la ville de Clichy, voilà, ça sera une ville qui va vivre au son des Jeux paralympiques, c'est très bien, mais enfin, il y aura des difficultés, évidemment, de vie économique, sociale, de rentrée des classes. Et par ailleurs, il y a le démontage. Il ne faut pas penser qu'on peut faire une cérémonie d'ouverture sur la place de la Concorde et que dès le lendemain, on pourra circuler place de la Concorde. C'est pas comme ça que ça va se passer. Et qui dit démontage, dit évidemment encadrement et évidemment de lutter contre toute forme d'insécurité au sens très large du terme. Donc le message que je veux vous faire passer, c'est la frise que je vous ai donnée. C'est une hyper-concentration des événements qui n'ont pas de pareil dans l'histoire du ministère de l'Intérieur. Et je crois dans aucun autre des ministères de l'Intérieur au monde, puisque évidemment nous avons concentré notre fête nationale, le débarquement de Normandie, le débarquement de Provence. Et puis nous n'avons annulé à la demande du président aucun grand événement, notamment un festival qui sont très consommateurs de force, dans une situation, bien sûr, où nous le faisons au plein cœur de la capitale qui est très urbanisée. Donc, le relais de la flamme, c'est une autre forme de difficulté qui ne correspond pas à celle d'une cérémonie d'ouverture sur la Seine, qui ne correspond pas à la vie en Seine-Saint-Denis ou à Paris où l'essentiel sera concentré. Mais ça fait partie du travail que font les policiers et les gendarmes, qui sont très mobiles. Évidemment, c'est pour ça que je ne peux pas totalement répondre à la question de monsieur. C'est que les policiers qui font le relais de la flamme, ils vont évidemment contribuer quelques jours après à d'autres événements. Ça se rajoute à ça du fait que nous sommes très exigeants. À partir du 1er mars, nous mettons énormément de moyens, et notamment auprès du préfet de police, pour la sécurisation et pour donner un avant et un après, une sorte d'héritage de sécurité en Seine-Saint-Denis et à Paris. Aujourd'hui, le préfet de police a déjà 13 unités de force mobile, c'est-à-dire le triple de ce qu'il a d'habitude pour sécuriser Paris, la Seine-Saint-Denis et la couronne parisienne, ce qui montre les très nombreuses interpellations et très nombreuses actions de sécurisation pour éradiquer les points de deal, éradiquer la violence dans certains endroits. Je pense à la gare de Seine-Saint-Denis. À la gare de Saint-Denis, par exemple, qu'on n'ait plus de vente de contrebande de cigarettes, qui est un sport local. Voilà, donc de pouvoir le faire, évidemment, et le faire dès maintenant. Un très gros travail de police administrative. Si vous allez à Saint-Denis aujourd'hui, vous verrez sur le parcours pour aller au Stade de France des squats qui ont été évacués. Il y en a eu 5, je crois, qui ont été évacués. Il y a des commerces illicites qui ont été fermés, donc il faut s'y prendre bien en amont. Et donc c'est un énorme travail sur 4 mois au moins, mais en fait beaucoup plus de sécurisation. Donc le relais de la flamme est un des éléments. Il n'est pas plus dur, pas moins dur. Il est l'un des éléments, évidemment, de ce moment d'intensité pour les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Et madame qui avait une question tout à l'heure, je ne sais pas si elle l'a encore. Le micro pour madame, s'il vous plaît. Oui, en effet. Peut-être une question sur le message que vous voulez faire passer aux Français, parce qu'ils vont profiter des JO, mais ils vont peut-être aussi un peu les subir quand on voit cette mobilisation de la sécurité. Quel serait ce message ou ces consignes aussi? Ah non, mais c'est une magnifique fête que celle des Jeux Olympiques et Paralympiques. Notre travail, c'est que les choses se passent le mieux possible pour qu'ils puissent profiter. Pour réussir les Jeux Olympiques, il faut 2 choses. Il faut des médailles. Bon, c'est pas au ministère de l'Intérieur que, sauf quelques sportifs inscrits déjà dans les équipes nationales à la gendarmerie ou à la police qui y arriveront, et de la sécurité, pour que les choses se passent le mieux possible, dans un contexte extrêmement difficile, vous le savez, de menaces notamment terroristes. Donc notre travail à nous, c'est qu'évidemment, l'expérience spectateur soit la meilleure possible, aidée par les polices étrangères qui vont venir nous aider. Évidemment, toutes les polices du monde vont venir nous aider, d'abord les services de renseignement, mais aussi sur le terrain. On va innover beaucoup. Je vais aller à Bordeaux dans quelques jours pour vous montrer la plainte en ligne. Donc désormais, tout le monde pourra déposer des plaintes en ligne et ne plus aller au commissariat ou à la gendarmerie. Donc ça, c'est un grand projet numérique qui va avec les Jeux Olympiques. Ce sera quand même
une belle possibilité, des commissariats qui vont se créer et qui vont être mieux équipés, qui vont pouvoir parler anglais, qui vont pouvoir accompagner les personnes. Ce sera le cas aussi d'un consulat que nous partageons avec le ministre des Affaires étrangères, un consulat olympique que nous irons visiter très bientôt à Nantes pour permettre évidemment le passage des étrangers sur notre sol de manière beaucoup plus fluide. Donc il y a une magnifique façon de toucher les Jeux Olympiques en matière de sécurité pour que ce soit plus souriant, plus accompagnant. On a un travail à faire aussi sur l'accueil évidemment des personnes dans nos aéroports, dans nos gares. Et donc la sécurité, à partir du moment où elle est bien faite et qu'elle n'est pas omniprésente, mais qu'elle est très présente, permet l'expérience spectateur. Pour ceux qui ont été aux Jeux Olympiques précédemment, ils ont sans doute vu que quand on pouvait marcher de façon piétonne, tard le soir, dans des transports en commun, après avoir été voir un magnifique spectacle de natation en Seine-Saint-Denis et qu'on a envie d'aller visiter les quais de Seine à Paris, c'est toujours mieux de le faire sans pouvoir risquer sa vie ou celle de son voisin et de pouvoir repartir. Il y a 11 millions de personnes qui vont venir en France. De pouvoir repartir avec, sans doute pour la première fois, pour ceux qui viendront en France, une bonne idée de notre pays et de la capitale. Oui. Donc peut-être du coup juste une dernière question parce que je vous entends depuis tout à l'heure parler de l'argent que ça va coûter au ministère de l'Intérieur, mais du coup aussi aux communes qui vont... Oui, non, mais vous en parlez vous-même, donc ça va coûter de l'argent au ministère de l'Intérieur, ça coûte de l'argent aussi aux départements ou aux collectivités qui accueillent par exemple le relais de la flamme. Vous disiez pour des Jeux Olympiques réussis, il faut des médailles, il faut de la sécurité, mais en réalité il faut aussi beaucoup d'argent public, alors qu'il y a un discours qu'on entend beaucoup, c'est que les Jeux financent les Jeux. Je ne suis pas en charge des Jeux Olympiques et de son budget. Je m'adresse aussi dans ces cas-là à l'ancien ministre du budget que vous êtes. Je suis en charge de la sécurité des Jeux Olympiques et je pense vous avoir répondu en ce qui me concernait. Pour l'instant, au ministère de l'Intérieur, ça nous coûte 200 millions d'euros, sans doute un peu plus au vu des menaces que nous connaissons, la guerre en Ukraine, le Proche-Orient, les menaces terroristes que nous connaissons, sans doute un peu plus du fait des événements supplémentaires qui se rajoutent à cette période bien définie. Vous avez vu la frise chronologique qui montre les événements auxquels le ministère de l'Intérieur va faire face. Et donc nous sommes en discussion, on terminera ces discussions sociales et syndicales dans quelques jours. Comme j'ai toujours fait au ministère de l'Intérieur, je saurai récupérer l'argent où il y en a. Peut-être est-ce l'objet du travail de l'ancien ministre des Comptes publics, mais ce ne sera pas les montants que vous avez évoqués pour ce qui nous concerne, sachant que la question de la sécurité, je ne remets pas en cause le chiffre que vous avez dit, ce n'est pas que le ministère de l'Intérieur qui le protège. Je prends l'exemple de la cérémonie d'ouverture, les bateaux qui vont aller sur la Seine, qui vont être gardés en amont de la Seine, ils sont protégés par un régiment du ministère des Armées, voilà, qui va le garder 24 heures sur 24. Ça coûte évidemment de l'argent. Ce n'est pas une facture du ministère de l'Intérieur. Donc si vous voulez, moi je ne connais pas le coût total. La Cour des comptes le fera. J'imagine que le gouvernement le fera. Le Parlement le fera, bien évidemment. C'est votre travail de le faire. Je ne l'ai pour l'instant pas, puisque moi je paye que ce qui relève du ministère de l'Intérieur. La gendarmerie maritime, par exemple, qui va garder les côtes et singulièrement qui va garder les bateaux qui vont arriver au port de Marseille, et sous l'autorité du ministre des Armées, ce n'est pas une facturation du ministère de l'Intérieur. Donc, sans remettre en cause le montant total que vous avez évoqué, que je ne connais pas, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour nous, voilà, on est déjà à 200 millions, sans doute un peu plus, mais on ne touchera pas les 500 millions que vous évoquez. Merci beaucoup. Ah, pardon. Une dernière question. Tanguy Hamon pour CNews. Je voulais savoir si les forces de sécurité, les forces de renseignement avaient déjà identifié certains groupuscules, certaines organisations susceptibles de passer à l'acte lors du relais, et si ces organisations, si ces projets malveillants étaient suffisamment aboutis ou avancés pour être considérés comme dangereux. C'est peut-être la parole à Monsieur le Directeur Général de la Sécurité Intérieure. Dire peut-être simplement qu'au moment où nous parlons, on n'a pas de menace caractérisée, mais évidemment, on peut être touché à n'importe quel moment. Que notre menace principale, c'est une menace endogène, ce qu'il va détailler bien sûr. Sur la menace exogène des personnes extérieures qui viendraient toucher, disons qu'on peut documenter une intention, mais pour l'instant, pas de moyens pour le faire. Mais évidemment, comme ce n'était pas une science exacte, nous sommes très vigilants. Oui, bonjour. Alors, nous sommes encore assez loin de l'événement, en tout cas en matière sécuritaire. L'expérience prouve, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu les championnats d'Europe de football en France en 2016, événement qui était d'une dimension nettement inférieure, mais vous vous souvenez sûrement qu'on était à ce moment-là dans l'œil du cyclone de la puissance de l'État islamique triomphant. Hein. Donc, ce qu'on avait constaté à l'époque, c'est qu'à quelques mois des échéances, il n'y avait pas d'éléments particuliers, ni de bruit de fond, ni de menaces particulières qui émergeaient. Et en fait, plus on se rapproche de l'événement,
Et plus le bruit de fond augmente, plus essentiellement, la plupart du temps, Dieu merci, dans 95% des cas, sans aucun fondement, plus essentiellement, ces menaces augmentent. Donc on y verra évidemment beaucoup plus clair en approchant de l'événement. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas documenté, on n'a pas étayé de menaces particulières contre le parcours de la flamme. Il est probable qu'il y aura des manifestations, il est probable qu'il y aura des tentatives de perturbation, pas forcément d'attentats, hein, plutôt peut-être des choses de basse intensité. Donc on s'attend à l'arrivée de manifestations et d'informations dans ce domaine qui vont aller crescendo jusqu'au commencement des Jeux et qui après vont probablement s'amplifier pendant les Jeux. Mais là, on est encore en matière sécuritaire un petit peu loin de l'événement pour pouvoir se prononcer de manière très rationnelle. Voilà. Merci Thierry. Peut-être en quelques mots de conclusion, le message qu'on veut faire passer aussi, c'est qu'évidemment on est très mobilisé, que tout le monde sera criblé, que tout sera sécurisé, qu'on y met des moyens hors du commun et que nous sommes prêts à faire face à telle ou telle menace. C'est aussi un message que l'on passe à ceux qui voudraient perturber les Jeux Olympiques et Paralympiques, que le ministère de l'Intérieur prend cet événement extrêmement au sérieux et qu'on ne tolérera aucune personne qui aurait une suspicion ou un doute qui pourrait participer d'une manière ou d'une autre à ces Jeux Olympiques, au relais de la flamme, et que tout sera très sécurisé avec 100% d'engagement de la part du ministère que j'ai l'honneur de diriger. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne semaine.